La prose et l'éloquence. Ce qui est propre à l'éloquence, c'est qu'elle pense sous la loi du temps. Considérons qu'ici, un développement efface l'ordre, puisque le discours est perçu par l'ouïe. C'est pourquoi il faut bien poser d'abord quelques principes admis par tous, ou l'établir une fois pour toutes, l'esprit étant conduit alors de conclusion en conclusion. Cette méthode, comme le remarquait Socrate, va contre le bon sens, car c'est souvent une conséquence qui nous invite à revenir au principe. Et l'esprit n'est pas ainsi fait qu'il puisse jamais jurer de s'en tenir à une preuve. Au contraire, la pensée travaille toujours dans un système, aucune partie ne pouvant être connue avant que les autres aient été toutes examinées. Bref, il n'y a point un ordre de succession qui permette de parcourir un ensemble d'idées, car toutes doivent être pensées ensemble, et tout l'art de penser est d'échapper au temps et de ne rien laisser à la mémoire. Contre quoi s'efforce l'orateur qui veut toujours, avant de pousser plus avant, assurer ses conquêtes et formuler une conclusion désormais invariable. Dans l'éloquence, il y a donc chose jugée à chaque moment. Par l'usage des plaidoyers et des discours politiques et de l'enseignement oral aussi, il s'est ainsi formé une méthode de raisonner qui est la source de la plupart de nos erreurs. Et beaucoup, formés à cette école, argumentent toujours avec eux-mêmes, d'où est née la logique qui, heureusement, dès qu'elle s'est présentée à l'état de pure théorie dans les travaux d'Aristote, a fait voir aussitôt la faiblesse de toute chaîne de preuves. Aussi, voyons-nous qu'Aristote est de tous les philosophes celui qui argumente le moins. Mais déjà, ceux qui lisent attentivement les célèbres dialogues de Platon ne peuvent manquer de remarquer le contraste entre l'argumentation serrée, presque toujours puérile, et la force de ces belles analyses qui interrompent le dialogue, et où l'esprit ne retrouve ni principe, ni postulat, ni déduction. À vrai dire, le dialogue coupé n'est ici qu'un moyen contre l'éloquence, au lieu que les discours suivis sont des modèles du développement selon la loi de la prose, et en un mot de l'analyse. Mais malgré ces fortes leçons, les preuves et arguments ont encore trop d'empire. Le raisonnement triomphe de la raison, même dans les œuvres écrites, et le goût des discussions détourne plus que jamais l'esprit de ses vrais chemins. Le vrai pour moi n'étant rien de plus que ce que j'ai prouvé à d'autres sans réplique. Contre quoi la prose travaille par son mouvement propre, toujours opposé à ces successions invincibles qui donnent la victoire à l'orateur. C'est pourquoi la vraie prose ne reçoit point ces divisions préliminaires, ces résumés, ces rappels de principes, qui sont la forme naturelle du sermon, de la plaidoirie et des leçons magistrales. Bien mieux, si on allait au détail, on remarquerait que les liaisons de logique détonnent dans la vraie prose. C'est être pédant que d'en user trop. Mais le pédantisme, si bien nommé, est autre chose encore qu'une faute contre le goût. Il s'agit de cette erreur encore trop commune d'après laquelle le commencement d'un livre ne peut être éclairé et expliqué par la fin. Ce n'est dans le fond que paresse d'esprit et peur de douter, car il est commun que l'on cherche quelques principes hors de discussion, afin de n'avoir plus le souci d'y penser, et les sciences mêmes prennent bientôt cette forme discursive. Mais la vraie pensée suppose et essaie sans se lier jamais. Ainsi la prose propose et expose en sorte qu'on ne peut plus dire si c'est le principe qui prouve la conclusion ou la conclusion qui prouve le principe. Et le vrai est qu'un élément dans une pensée assure tous les autres et que l'idée se prouve par elle-même autant qu'elle est exposée. Ce que la prose fait merveilleusement ressortir par sa manière. Car tout l'art de la prose est de suspendre le jugement du lecteur jusqu'à ce que les parties soient en place et se soutiennent les unes par les autres. Et les anciens l'appelaient style délié, exprimant bien par là que le lecteur de prose est laissé libre et va son train, s'arrête quand il veut, remonte quand il veut. Toutefois, la prose ne serait pas point un art si, par son allure et par ses traits, par ses coupes imprévues et ses éclairs paradoxaux, elle n'invitait le lecteur à ses arrêts et à ses revues qui maintiennent l'objet du jugement à hauteur de regard. Ainsi, la structure de la phrase oratoire est dirigée et entraînante, au lieu que la structure de la prose disperse et élargit l'attention, mais non sans la retenir toujours. D'où l'on voit qu'il y a la même différence entre la prose et l'éloquence qu'entre le raisonnement et le jugement. Mais cette différence n'est pas familière à beaucoup. Si le lecteur veut s'éclairer spécialement là-dessus, je le renvoie à Descartes et à Montaigne. Comme nous ne traitons pas ici de l'art de penser, notre affaire est de montrer comment la prose, par son mouvement propre, discipline à sa manière l'imagination, et par ses signes abstraits fait vivre Grandet, Gobseck, Mortsauf, Julien Sorel et Fabrice. Le domaine de la prose. La prose tend par sa nature à changer de ton et à varier ses touches et ses prises.
C'est pourquoi l'œuvre complète de prose est le roman. Mais avant de voir comment tous les genres s'y réunissent, il n'est pas mauvais de les décrire sommairement, dans leur état de pureté, autant qu'il sera possible. J'en aperçois deux opposés qu'on peut appeler l'explicatif et le narratif, et un autre déjà composé qui serait le confidentiel. Je laisse le démonstratif à l'éloquence pour les raisons que j'ai dites. Je prie seulement que l'on remarque que dans le langage écrit, la démonstration est toujours pédante, et comme il arrive toujours, la forme révèle le fond, car à mesure que l'on se délivrera des coutumes oratoires et de l'enseignement verbal, on viendra à dire ce que de bons esprits ont toujours aperçu, c'est que les preuves ne sont point des raisons, et non pas même dans la mathématique pure, où une exposition analytique de la question proposée remplacerait avec avantage ses définitions, ses demandes, ses énoncés, ses démonstrations divisées, plus propres à convertir qu'à éclairer. Bref, la scolastique est encore partout, mais la prose s'en délivre, et les jugements du goût devancent ici la réflexion. Disons qu'un problème est résolu du moment où l'on sait de quoi il s'agit. Toujours est-il que, dans les questions où l'appareil du professeur ferait rire, l'explication consiste en une analyse des objets, de leurs parties, de leurs relations, non sans une distinction de ce que l'on sait, de ce que l'on ignore, de ce que l'on suppose, de ce que l'on croit. Et ce genre d'examen est ce qui donne à la prose, dans tous les genres composés, ce mouvement retenu, sinueux, contournant et revenant, qui sépare si fortement la prose de toute poésie et de toute éloquence. Le récit tout uni s'oppose à l'analyse par une marche décidée sous la loi du temps, et il faut toujours, même dans les genres composés, que le récit en vienne là, comme on voit dans les meilleurs romans, où passé les analyses, l'action se fait toujours en forme unie et dépouillée. Mais il faut dire en quoi le récit pur et simple se distingue de la poésie et de l'éloquence. Pour l'éloquence, il n'est pas difficile de la percevoir, car dans le récit, l'écrivain se garde d'expliquer et même de juger. Il s'écarte en quelque sorte et laisse passer l'événement tout nu. Aussi les fortes liaisons de l'éloquence choquent dans le récit, et même dans les récits improvisés, elles sont la marque d'un esprit confus, ou bien passionné, ou bien occupé de mentir. C'est pourquoi on appelle bien naïveté la vertu des conteurs. L'art du récit va à la même fin, en rangeant jusqu'au détail à l'ordre de la succession sans arrêt. L'histoire de Gigès dans Platon fait ainsi contraste avec l'analyse qui la précède et la suit. Disons que dans l'éloquence, l'ordre du temps est l'ordre des preuves, au lieu dans le récit, c'est l'ordre des faits. La poésie entraîne comme le récit, mais avec cette différence que dans la poésie, c'est le sentiment qui entraîne, en sorte que le passé du récit est passé pour nous, et l'avenir à venir. Dans le récit, le lecteur comme l'auteur est spectateur seulement. La forme du récit, c'est le temps passé, et par la simplicité même des successions qui ne nous engagent nullement et sont de la chose seule sans mouvement de nous. Le récit est comme reculé, éloigné. C'est pourquoi ce n'est point l'idée fataliste qui domine le récit, mais plutôt l'idée de l'achevé et irréparable. Ce n'est pas qu'il ne puisse s'y attacher quelques sentiments tragiques, mais il faut que l'analyse se joigne au récit et le prépare, comme on verra. Dans le récit pur, tout est égal, petits et grands événements, bonheur et malheur, d'où résulte un repos contemplatif et la vision en même temps de beaucoup de choses, l'idée d'un passé dont les conséquences ne peuvent plus être éprouvées par personne. De ce mouvement si éloigné de toute poésie et de toute éloquence résulte une force, une égalité des images et une position hors du monde, en sorte qu'à la simplicité du récit répond une sorte de majesté du lecteur. C'est sans doute le secret du style biblique, bien périlleux à imiter, parce que toute majesté vivante est fragile. Le confidentiel ne se mêle jamais au récit, mais il peut s'y joindre. Il se mélange plus intimement à l'explicatif, dès que les suppositions ou les croyances l'emportent sur ce qui est connu directement. Et la beauté de la confidence est en ceci qu'elle ne cherche point la preuve, et qu'elle craint même l'apparence des preuves. Aussi, le pédant n'y réussit point, ni même le passionné. C'est le langage de l'amour heureux et de l'amitié. C'est le ton aussi d'un auteur dès qu'il se montre. De telles belles politesses sont nées de grandes œuvres, au premier rang desquelles il faut placer les maximes, qui sont des confidences étudiées et resserrées, remarquables toujours par une forme sans rythme et tout à fait délivrée de l'argumentation oratoire. Les caractères et les portraits appartiennent au même genre, et les essais de Montaigne, comme aussi ses mémoires où l'on pense pour soi. En ces matières où les preuves manquent évidemment, il faut que la pensée soit forte par la structure, ce qui suppose que les mots n'aient de puissance que par leur relation. C'est ainsi que le langage écrit prend force d'objet et porte le naturel et les nuances. Aussi le confidentiel va toujours à un style abstrait, sévère et plein. De l'histoire,
Il y a un genre d'histoire qui n'est que l'inventaire de nos connaissances concernant le passé, œuvre de science et de critique. L'art de peindre par des mots n'y est pas le principal, au lieu que cet art approche de la perfection dans les annales de Tacite. Mais justement, il est remarquable que ce genre de peinture est bref et presque abstrait. Les caractères du récit l'emportent. La loi du temps raccourcit les tableaux et les rejette sans cesse au passé. Toutefois, on ne peut point imaginer de peinture plus forte que celle d'une sédition militaire, dans cette prose serrée, et chacun connaît la mort de Britannicus. Mais le tragique, le tableau, l'analyse des cœurs, tout cela tient en une ligne ou deux, en sorte que si l'on prend cette histoire pour un roman, il n'est point vrai que la forme du récit qui y domine et qui presse l'auteur aille contre la force de l'expression, bien au contraire. Et c'est là qu'il faut regarder, ou dans Stendhal si l'on veut saisir les secrets de la prose dramatique, car il arrive à d'autres de décrire plus longuement, mais il est assez clair pourtant, par l'exemple de ces traits courts et suffisants, que la prose n'a pas du tout à imiter le peintre ou le dessinateur qui tient compte des parties et des formes. Il se peut qu'un romancier décrive un château depuis la grille d'entrée jusqu'aux girouettes, comme Balzac a fait, mais si l'art de peindre par des mots se bornait là, un apprenti serait bientôt maître. Je crois au contraire que ce qui fait que les peintures de Tacite suffisent est aussi ce qui sauve les descriptions par partie, et pour tout dire, que l'on ne voit pas plus la grenadière comme en un tableau après qu'on a lu Balzac, que l'on ne serait capable de dessiner ou de peindre Néron et ses courtisans d'après Tacite. Le lecteur ne voit point Grandet comme il verrait un homme représenté sur une toile. Quoique le bonhomme soit décrit des souliers jusqu'au chapeau, il ne voit pas mieux que le visage de Julien Sorel, décrit ici et là en quelques traits, aussi vivant, aussi présent que l'autre pourtant. De là vient que les artistes, qui essaient d'illustrer ces œuvres par le dessin, sont toujours bien au-dessous de ce qu'on attend. Qui donc, en lisant, voit le sourire de Gobseck? Il est juste de dire qu'il se retrouvera parmi les hommes pendant un court moment, et comme une apparition de ce personnage sur un autre visage. Pareillement, vous retrouverez un mouvement de Grandet, mais non Grandet. Bref, il est trop facile de dire que la description nous conduit à imaginer le personnage, comme si les mots vivaient à remplacer le crayon ou le pinceau. Il n'y a point de sincérité, je crois, dans les appréciations de ce genre, ni de vraisemblance, car la peinture a ses moyens et ses fins, et la prose a d'autres moyens et d'autres fins qu'il faut découvrir. L'étude des arts différents nous a assez éclairés là-dessus. Ajoutez à cela que les grands liseurs de romans dont je suis ne cherchent point quelques dessins et encore moins quelques scènes mimées ou parlées qui feraient vivre, ou tout au moins fixeraient devant les yeux Rubempré, Carlos ou Fabrice. Au contraire, il semble que de telles images soient importunes et qu'on les juge d'avance comme de faibles copies du personnage. C'est ce que l'histoire fait voir le mieux, car l'historien emplirait des pages avant d'égaler un peintre d'histoire. Mais ces entreprises de description accablent l'esprit sans y rien laisser. Nous flottons d'une rêverie à une autre, au lieu que l'écrivain de génie nous ramène et nous force mieux que les choses mêmes ne le feraient, et aussi bien d'un seul trait. Un inventaire de costumes et d'armes nous mettrait en état de voir ce qui n'est plus. Il n'y faudrait que science et patience, et chaque mot nous rendrait plus riches. Mais rien ne vit moins que l'érudition. Elle périt mieux encore par les collections d'objets, dont chacun ramène l'attention à lui. Ce ne sont toujours que des morceaux. L'histoire meurt par l'abondance et par les matériaux. Comme il ne sert point d'avoir connu la ville où le roman fait vivre ses personnages, ainsi l'histoire ne vit pas pour le voyageur qui voit des ruines et des traces et qui les complète par le récit. Notre pouvoir d'évoquer ne va pas si loin. Aussi c'est le roman qui éclaire l'histoire. Et si l'histoire est un art de faire revivre, c'est au mieux qu'elle égale le roman. Le pas pressé de Napoléon, dans Tolstoï, parle mieux que dans tant d'études savantes. Et le mémorial, en ses belles pages, instruit mieux qu'un tableau composé d'après tous les témoignages. Au reste, puisque les mots sont faits pour exprimer des pensées, il est permis de supposer que la pensée est toujours la fin de l'écrivain véritable. Les traits de description ne prennent force que par cet autre mouvement. Déjà au sujet de la peinture, il faudrait dire que la volonté de peindre nuit au peintre, mais elle nuit bien plus évidemment à l'écrivain. Un historien ne saura peindre qu'autant qu'il pensera. Je le vois soucieux surtout d'enchaîner et d'expliquer, allant des intentions aux actes et plus souvent encore des passions aux gestes. Ainsi c'est par l'âme que les hommes revivent et les choses par les hommes.
Un mouvement juste de César décrit mieux la forme que tous ces détails que l'apprenti recueille et énumère. Cette remarque, aisément vérifiée par les œuvres des grands historiens, est aussi par celle des petits. N'est pas de médiocre importance si l'on veut comprendre les moyens du romancier par lesquels l'imagination est disciplinée.